Il est surligné en vert. Malchance, le vert. Je regarde le texto, je le touche sur l'écran, je l'ouvre et le referme. Et c'est comme si je voyais s'afficher la secrète et implacable équation du monde. Il dit Alex, rendez-vous à 23h au Saint-Georges. Le message d'hier, destiné à Alexandra. Je l'ai envoyé à Lara. Par erreur, par habitude ou à cause de la peur qui en mêle les doigts. Peu importe, je ne pensais pas qu'il faudrait payer si tôt, là au milieu des draps encore chauds de cette suite junior. C'était moi le junior en mensonge et trahison. Tout à l'heure, en me réveillant avant de filer, Alexandra a dit « Si tu veux qu'on se revoie ce soir ou demain ou un de ces jours, ne me préviens pas à 1h du matin. Parfois, je dors. » Et il a fermé la porte en riant. J'ai collé l'oreiller sur ma tête pour me rendormir, et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je l'avais prévenu dans le taxi, juste après l'avion de Lara. J'ai ouvert ma messagerie et je l'ai vu. Il est là désormais, petit furoncle parmi les messages envoyés, et il attend que Lara rallume son portable, le reçoive, et le lise à son retour. Je suis assis, raide sur le lit défait, le téléphone à la main pareil à un petit cercueil de mots, et je sursaute au moindre bruit. Cliquetis des plateaux du petit déjeuner et femmes de ménage qui s'interpellent dans le couloir. Je ramasse ma jolie chemise et mon jean et mon caleçon et me réfugie dans la salle de bain. Le carrelage blanc est encore mouillé par la douche d'Alexandra et en m'habillant je glisse. Ma hanche blessée cogne le rebord de la baignoire. Par terre, je m'interdis de pleurer et je rallume le portable qui a volé au sol. Le message est toujours là. Je pourrais l'effacer d'un doigt mais ça ne me servirait à rien. Il a été envoyé, il est quelque part, je ne sais où, dans un serveur qui stocke ces minuscules textos en attendant que l'autre les reçoive. Envoyé, définitivement. Je le relis 100 fois et je le sais par cœur et j'ai honte de cette fin que je croyais spirituelle. Tout le monde s'est envolé, faisons pareil. J'ai ramassé sur la moquette le préservatif usagé, l'ai jeté dans la poubelle avec le reste de la boîte et j'ai pris l'ascenseur. Celui où j'avais embrassé et caressé Alex hier soir. Tous ces liquides et cette sueur et cette salive et nos doigts tremblants avaient glissé de l'autre côté de la terre avec la nuit. Et rien ne pouvait faire que ça n'ait pas existé. Des jeunes femmes en livrée à boutons avaient remplacé le veilleur de nuit. Elles levèrent les yeux et les baissèrent aussitôt, indifférentes. La fête était finie, tout cela était juste et dans l'ordre intraitable des choses. À moins que je n'intercepte ce message avant qu'elle ne rentre et ne se connecte à nouveau. Dans 13 jours. Devant l'hôtel, je croisais les touristes d'hier. Ils repliaient lentement un plan de la ville et s'enfurent, main dans la main, la tête renversée, comme si le ciel leur appartenait. Un SMS à votre employeur ? Oui. Que vous ne voulez pas qu'il reçoive ? C'est ça. Ça serait embêtant, vous comprenez ? Le type n'avait pas l'air de me croire. Il disait s'appeler François, mais avait un léger accent. J'avais répété 20 fois l'histoire avant d'appeler et d'être satellisée dans un centre d'appel à l'autre bout du monde. Officiellement, j'allais perdre mon boulot si mon patron recevait le texto. Le mieux est d'envoyer un démenti, un autre message pour lui dire qu'il ne tienne pas compte du premier. Je ne veux pas qu'il reçoive le premier, je ne veux pas qu'il le reçoive du tout. Oui, monsieur, je comprends, mais le SMS a bien été envoyé, n'est-ce pas ? Je vous l'ai dit, il est là, dans la boîte message envoyé, et je n'ai pas eu d'accusé de réception. Il n'est pas coché reçu. Il n'y a pas la petite encoche qui dit qu'il est reçu. Vous me dites que ça ne sert à rien de l'effacer de mon téléphone, mais s'il n'est pas dans mon téléphone, il est où ce SMS ? Je voudrais savoir où il est, vous comprenez ? Je comprends, monsieur. Votre SMS est envoyé, mais pas reçu. Il est donc stocké, en attendant, dans un de nos serveurs et le destinataire le recevra quand il sera à nouveau dans une zone couverte. Automatiquement ? Automatiquement. Vous ne pouvez pas l'éliminer du serveur. C'est impossible, monsieur. Si je vous donne le numéro auquel il était envoyé, c'est impossible, monsieur. Nous gérons des millions de messages par heure et votre SMS est stocké en attendant d'être reçu et sera automatiquement envoyé à son destinataire lorsqu'il entrera dans une zone couverte par une de nos antennes GSM ou par une antenne d'un opérateur étranger. Ok, mais
3 fois qu'il me disait la même chose en utilisant les mêmes mots dans le même ordre. Ce François lisait un formulaire du côté de Casablanca ou de Hyderabad et se moquait totalement de mon problème. Ok, j'ai compris. Et il est où ce serveur? Dans un de nos centres techniques, monsieur. Nous en avons des dizaines. Mais où? Je ne sais pas, monsieur. C'est un de nos serveurs informatiques qui stocke les messages vocaux, les SMS et les MMS. Nous en avons des dizaines. Où ça, je vous demande? J'avais presque crié. François mit cette fois quelques secondes à répondre. Il changea de ton. Je comprends votre problème, monsieur, mais je vous assure qu'il est tout à fait impossible d'effacer un message d'un serveur. Il faudrait arrêter le système et effacer tout le contenu des serveurs, des millions de messages. C'est comme un mail, vous voyez, quand il est parti, il est parti. Ok, j'ai compris. Ai-je répondu à toutes vos questions? Bah oui. Avez-vous une autre question concernant votre abonnement ou une de nos offres? Non, c'est parfait, je me débrouillerai. Merci monsieur, au nom de toute l'équipe d'assistance téléphonique et de Vodafone, je vous souhaite une excellente journée. Il raccrocha. Connard. Je posai le téléphone et regardai notre appartement en désordre. Sur le canapé, la pile de vêtements de Lara. Je pris les robes, les pulls, les chemisiers, les retournai et les secouai. J'ouvris les tiroirs de son bureau. Stylo démonté, agenda, photos, relevés de banque, petits bijoux de pacotille et boucles d'oreilles brisées, vieux paquets de chewing-gum. Près du lit, j'écartai les livres et les bracelets, les crèmes et les carnets et les mots fléchés pas finis et tous les crayons à la mine cassée qu'elle entassait de son côté. Puis je me mis à plat ventre pour regarder dessous et ne vis que des vieux Kleenex et des magazines. J'ouvris sa penderie et fouillai les poches des vestes et des manteaux et des blousons et les sacs aplatis au milieu des chaussures comme des outres desséchées. Il n'y avait que des débris de pastilles à la menthe, des tickets de cartes de crédit effacés, des brins de tissu et quelques pièces abandonnées dans la poussière des jours. Par couches successives, je remontais dans le temps et exhumais les minuscules vestiges d'un bonheur dont je ne savais pourquoi j'avais perdu le fil. Je fouillais le reste de l'appartement, partout penché ou dressé sur la pointe des pieds, soulevant les coussins, tirant des foulards et des écharpes d'hiver jamais rangées. Couvert de sueur, je me suis assis dans la penderie. Odeur de Lara, de toutes les saisons et de sa petite vie stockée là. Le soleil tombait lentement dans la poussière rouge de l'été, et notre maison était maintenant baignée de ce crépuscule. Il y en avait pour des heures avant que la première étoile n'apparaisse et que tout s'apaise. J'aurais voulu qu'il fasse nuit et dormir. Je savais que mes efforts étaient vains, qu'elle avait pris son portable et l'avait éteint. Bientôt, elle le rallumerait et emporterait ses vêtements, ses sacs, ses crèmes, et tout ici serait vide et nos cœurs aussi. J'ai tendu la main, ouvert son tiroir à culottes et me suis mis à pleurer. Connard. J'ouvre un coca, mais j'ai envie de boire. De la vodka, du gin. Un verre seulement, juste pour m'aider à passer la nuit. Je sors. À chaque bar, j'hésite et je répète « non, celui d'après ». Et je finis par pousser la porte d'un local éclairé au néon. À l'étage du dessus, il y a de la musique. Des gens dansent et leurs pieds frappent au plafond, un cours de tango. Ici, il n'y a que des chaises en cercle dans la lumière crue et des hommes et des femmes assis dessus. L'un d'eux parle, les autres écoutent. C'est une assemblée d'anciens alcooliques et toxicomanes qui se réunissent pour se souvenir qu'ils sont fragiles et que rien n'est acquis pour toujours. J'ai oublié qu'il en va de même, de l'amour. Je m'assois au fond, comme à chaque fois. Quand vient mon tour de parler, je dis que j'ai envie de boire et raconte ce qui m'arrive. Certains éclatent de rire, d'autres font « Oh !» Je m'arrête un instant. Une fille que je connais me regarde, l'air désolée. Je l'ai toujours trouvée jolie. Il ne faut pas que je me soucie d'elle, sinon je ne dirai pas la vérité, ou je m'attribuerai un rôle moins minable, juste pour lui plaire et tout me restera sur le cœur. Je ferme les yeux, repense à Lara et je termine en disant « J'ai peur, j'ai foutu cette histoire en l'air et je ne vois pas comment survivre si elle doit s'arrêter. Et est-ce que je n'ai pas le droit de me tromper au moins une fois ?» Ça les fit sourire, moi aussi, mais il n'y eut pas de réponse. Dans cette salle, les gens parlent à tour de rôle sans s'interrompre l'un l'autre. C'est la règle. Près de la fenêtre, un grand chauve m'observe et soudain je me souviens. Le type du restaurant, l'homme des surgelés. Que fait-il ici? À la fin de la réunion, il prend la parole, raconte son histoire du jour et conclut en se tournant vers moi. Entre un bol de cacahuètes à portée de main et, disons, un très bon homard placé un peu plus loin sur la table. Le cerveau choisira toujours spontanément le bol de cacahuètes.
même si on préfère le homard. Sur le trottoir devant le local, je parle avec la jolie fille de la Réunion. Elle dit: moi, quand je trompe, c'est que j'aime plus. Je ne sais que penser. J'aime Lara, j'en suis sûre. C'est terrible, mais je l'aime encore plus depuis que je l'ai trompée. Normal, dit-elle. On fantasme et puis quand on passe à l'acte, on découvre que la réalité n'est pas à la hauteur. C'est comme ça pour tout. Un jour, sur une série télé, j'ai maquillé un acteur qui me faisait rêver. Et c'était juste un type de mauvaise humeur, avec des boutons dans le dos. Je l'aimais seulement dans ses rôles, j'aimais ses personnages. Tu comprends? Cette fille, c'est pareil. T'as couché avec un personnage. Je souris. Oui, je vais expliquer ça à ma femme. Elle rit, me saisit le bras et m'emmène à l'écart du groupe. Puis, prenant prétexte de mes déboires sentimentaux, elle me raconte les siens. Le chauve approche, l'embrasse et me salue. Ça va mieux? Un peu, dis-je. Respire bien. Non, pas à fond, mais bien, régulièrement. Je ne comprenais pas pourquoi il s'intéressait à moi. Cette petite morale à propos des cacahuètes et maintenant un peu de technique respiratoire. Mais après tout, il faisait partie du groupe et chacun était censé être bienveillant avec l'autre. Les autres partirent dîner ou rentrèrent chez eux et nous marchâmes tous les trois vers le fleuve. Il y avait là-bas des petits bars et des take-away où nous pouvions acheter à manger. Le chauve se taisait, regardait le ciel, les façades et les passants comme s'il se promenait seul. La fille dit: on va trouver une solution, je suis une fille, je peux te dire. Et elle demanda si j'étais depuis longtemps avec Lara. Et elle insista pour connaître l'histoire. J'hésitais, puis dit: je l'ai rencontrée une première fois dans un bureau, mais ça c'est elle qui me l'a rappelé. Pour moi, ça a commencé l'année d'après, au bord de la mer, il y a 8 ans. J'étais en vacances avec ma femme, Lara avait 17 ans et j'allais sur mes 40. C'est Lolita, dit la fille en riant. À l'époque, je buvais, je me défonçais, je sortais beaucoup. J'allais mal et les vacances n'arrangeaient rien. Lara faisait partie d'une bande d'ados qui étaient dans la maison où nous venions de rejoindre des amis de ma femme plutôt. Ils étaient en vacances avec leurs enfants et Lara était une de ces ados. Je voulus parler d'autre chose. C'est un peu long, dis-je. Cette étiquette, Lolita, qu'on a collée toujours à notre histoire, me déplaisait. À la place de ce mélange d'œstrogène et de démons de midi, j'avais toujours vu de l'amour. Mais la fille s'accrocha à mon bras et mon cœur battit. Raconte, dit-elle. Ça s'est fait avec ta femme dans la même maison? C'est fou comme les histoires d'amour éveillent l'amour et le désir, surtout quand elles sont tristes et ratées. Cette fille était jolie et je ne pus m'empêcher de penser que, peut-être... Ça n'a pas vraiment commencé comme ça, dis-je. Au début, je ne l'ai pas remarqué. Elle était noyée dans cette bande d'adolescents, et moi je m'ennuyais un peu avec les autres parents dans cette grande maison. Une maison magnifique au bord de la mer. Ils étaient gentils, certains étaient très drôles, mais tout m'ennuyait à l'époque. J'avais promis de ne plus boire, je faisais des efforts désespérés, mais je ne pensais qu'à me retourner la tête. Tout le monde me surveillait, je n'en pouvais plus. Un soir, j'ai insisté pour sortir, aller au village avec les ados. C'était les vacances, il fallait s'amuser, un prétexte pour boire. Ma femme nous a accompagnés. En arrivant dans les rues, au milieu des bars, je respirais à nouveau. Il y avait de la musique, des gens, du flou. Oui, du flou. Un des ados a désigné un coin de place où, disait-il, il y avait des dealers de coke. Je me suis esquivée 5 minutes et j'ai acheté quelques grammes. J'en ai donné à ma femme qui à l'époque n'était pas contre. Elle pensait que l'alcool était mon seul souci et puis on a dansé. Lara était là, elle dansait sur le bar et moi juste au-dessous d'elle. Je l'ai trouvée différente, étrange. Les autres me tannaient pour avoir de la coke et j'ai organisé une distribution dans les toilettes. C'est là qu'elle m'a embrassée. Enfin, aujourd'hui, elle dit que c'est moi qui l'ai plaquée contre le mur et embrassée. Je ne me souviens plus bien. Ensuite, je n'ai plus pensé qu'à ça, ce baiser. Et tu as couché avec elle? Non. Quelques jours plus tard, on est parti. J'avais dit au revoir et merci à tout le monde, mais elle n'était pas là. Je l'ai cherchée. Elle dormait sur un canapé blanc dans un salon retiré, je me souviens, et je suis allée lui faire un baiser sur la joue. Elle n'a rien dit. Je l'ai revue 2 ou 3 fois. Je l'embarquais sur mon scooter et on sortait. J'étais partie de chez moi, pour pouvoir boire à mon aise. J'avais loué une péniche sur les quais, pas loin d'ici. Un soir, j'ai amené Lara sur cette péniche. Ma femme a débarqué et a appelé la mère de Lara. Lara a eu peur et elle s'est enfuie avant qu'on ne couche ensemble. Plus tard, sa mère m'a appelée et ne voulait plus que je la voie. La fille éclata de rire. Je la comprends. On prend un hot dog, dit-elle en s'approchant d'un takeaway. Le chauve n'avait pas faim mais semblait écouter. Je baissais la voix chaque fois que nous croisions des gens. Moi aussi je la comprends, dis-je. Mais à l'époque, pas du tout.
J'ai cherché à revoir Lara, mais c'était impossible. Et puis j'allais vraiment mal. J'étais accro depuis tellement longtemps. Je me suis retrouvée une fois de plus à l'hôpital psychiatrique, où je faisais régulièrement des séjours et finalement dans un centre de cure. Ça a été dur, mais ça a enfin marché. J'ai tout arrêté. Pour elle, pour lui plaire, je voulais dire, mais je dis la vérité. Parce que j'allais mourir. J'étais même déjà mort. Ma vie était un gris sans fond et chaque matin sous ma douche, je priais pour que ce jour soit le dernier. Mais je n'étais plus résistant que je le pensais. Là-bas, dans ce centre, on m'a réveillée. Des gens formidables. Je me suis rendu compte que j'étais devenue un sale type, que j'aimais ma femme et que je la trompais, que je trompais tout le monde. Une machine à mentir, à manipuler. Je me cachais pour boire, pour sniffer ma coke, exactement comme pour tromper ma femme. Je me trouvais des excuses, mais il n'y avait rien de vrai. Seulement des prétextes pour m'anesthésier, m'évader dans des vies parallèles. Tu vois, dis-je en regardant ses yeux noirs, les mêmes soucis qui reviennent. Tout était lié et tout était faux. Je consommais de l'alcool, des drogues, des médicaments, et puis de l'amour et des histoires d'amour. J'ai compris tout ça, je l'ai ressenti au plus profond de moi. J'ai beaucoup pleuré et le monde s'est éclairci. Un jour, je suis rentrée, décidée à profiter de la vie sans consommer. J'ai retrouvé ma femme en me disant qu'elle était la femme de ma vie, que je l'avais choisie et que je la choisissais chaque jour. Je me répétais ça tous les matins en souriant sous cette douche où j'avais voulu mourir. Et j'étais heureux, très heureux. Tout était redevenu comme avant, mieux qu'avant. Enfin, c'est ce que je croyais. Notre dog nous brûlait les doigts, la nuit tombait enfin et elle continuait à m'interroger. Sa voix était douce et je ne faisais plus attention à elle, ni aux chauves, ni aux moyens de détruire ce message et de mentir encore à Lara. Il y avait là comme une âpreté et une douceur de la vérité qui m'emportaient. Mais pourquoi tu l'as quittée ta femme alors? Parce que ça n'a pas marché. J'avais changé, mais pas elle. Je suis rentrée sevrée, vulnérable et fragile comme un animal qui a une peau neuve. Nue après des années d'enfer et d'anesthésie. On ne peut pas comprendre quand on n'a pas vécu ça, cette folie. J'avais soif de beauté et de vérité. Elle était toujours méfiante. Et puis elle s'était habituée à vivre comme une infirmière, une gardienne de tordus. Toujours inquiète, toujours à réparer les conneries. C'était son rôle et c'est plus difficile à abandonner qu'on ne croit. Enfin, un jour je me suis aperçue qu'elle me trompait avec un de nos anciens amis. Un producteur de cinéma riche et beau et drôle. C'était pas de chance, un type avec qui elle m'avait déjà trompé quelques années plus tôt. Un soir, je cherchais des factures et sur son bureau, elle avait laissé traîner un carnet, une sorte de journal ouvert. Ça, c'est un actement qui a dit la fille, pas peu fière. J'ai lu, puis je suis sortie faire des courses. En revenant, elle était là. J'ai demandé de qui elle parlait dans ces pages. Quelle page, de quoi tu parles? Je suis allée chercher le carnet. Il était toujours à la même place, mais les pages en question avaient disparu. Arrachées. J'ai insisté, elle a nié. Elle disait qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. J'avais l'impression de devenir fou. Puis elle a fini par avouer que ces pages étaient au fond de la poubelle. Elle les avait enlevées pour que je ne me fasse pas de fausses idées. Elle écrivait un roman, c'était une histoire qu'elle inventait. Elle avait le droit d'inventer des histoires, non? Je n'en croyais pas un mot, et j'ai fini par dire: ce n'est pas grave, c'est normal que tu vois quelqu'un. Mais maintenant je suis là. Je suis là tout entier et je t'aime. Si tu m'aimes encore, arrête, sois là tout entière avec moi. Et tu l'as quand même quitté, c'est ça? Non, je l'ai surprise une nouvelle fois quelques mois plus tard. Son téléphone. Elle avait oublié d'effacer un SMS qui datait de la veille où elle lui racontait sa soirée. Une soirée passée avec moi. Nous avions regardé un film sur la boxe. Oui, la boxe, je ne sais pas pourquoi. Le texto qu'elle avait envoyé ensuite au même mec disait: waouh, la boxe, c'est pas pour moi. C'était comme si je découvrais l'existence d'une chambre secrète sous mes pieds, où la femme que j'aimais menait une vie plus intime, avait une complicité plus grande encore avec un autre homme. Elle y commentait notre existence, notre minuscule soirée de couple. Je n'étais plus celui avec qui elle était la plus nue quand elle se dénudait, et la plus vraie quand elle disait la vérité. Tout ça à propos d'un mauvais film sur la boxe. C'était ridicule, non? Le message se terminait par: bonne nuit, mon... trois petits points. Longtemps je me suis demandé: bonne nuit, mon quoi? La fille fit les yeux ronds et désolée en engloutissant la fin de sa saucisse. Bonne nuit, mon amour? Elle vit que je la regardais et mit brusquement la serviette en papier devant sa bouche. Petit moment d'oubli où elle fut elle-même. Non, elle m'a raconté plus tard que les 3 points ne voulaient pas dire mon amour. C'est plus comique et ça fait plus mal. Il se donnait des petits noms d'amoureux. Il l'appelait Oui Oui et elle Potiron. C'est donc bonne nuit, mon Potiron. On a tous éclaté de rire, même le chauve qui n'avait toujours rien dit. Les rires bêtes et bienfaisants. N'empêche, je n'ai jamais su pourquoi il l'appelait Oui Oui et ça m'a toujours fait mal.
J'imagine l'approuver, béate d'admiration, ou répondre oui oui quand il faisait le beau et l'intelligent et le puissant producteur de cinéma. Je l'imagine fébrile et pleine de désir dans sa petite auto rouge et jaune, pareille à celle de Oui Oui, pressée de traverser la ville pour le rejoindre. Ils rirent encore et je n'osais dire ça, que je l'entendais lui souffler à l'oreille oui oui et oui encore quand il faisait l'amour. Et j'ai respiré fort et continué mon histoire. Il n'y avait pas de nom pour ce message, seulement un numéro. Pas de nom attribué dans ses adresses de portable. Elle le connaissait donc par cœur. Je suis allée remettre en état un vieux carnet d'adresses électroniques. C'est incroyable ce qu'on peut faire par jalousie. Un vieux Palm Pilot abandonné dans un tiroir. J'ai tapé le numéro qui correspondait au texto et j'ai vu apparaître le nom de ce producteur que nous ne voyions plus depuis des années. C'est là que j'ai su qui c'était. J'ai pris mon scooter, je suis entrée dans un magasin de sport et j'ai acheté une batte de baseball pour faire la peau à ce mec. Et puis dans la rue, je me suis trouvée con avec mon paquet. J'ai appelé un ami qui le voyait toujours et qui m'a dit en tant qu'ancien violent, il m'a vraiment dit ça. En tant qu'ancien violent, je te conseille de ne pas faire ce genre de conneries. Appelle-le et dis-lui que s'il continue, tu balances tout à sa meuf. Ils sont en train d'emménager ensemble, apparemment il y tient, alors t'inquiète, il va se coucher. J'ai appelé et sur sa boîte vocale, après la menace, j'ai fini en disant sors de ma vie, sinon je te fais bouffer tes couilles et ta petite bite. Ma femme m'avait raconté quelques années plus tôt, à l'époque de leur première relation, qu'il avait une toute petite bite. Pour se moquer de lui, pour me faire mal. Je comprends pas, dit la fille en cherchant une poubelle pour jeter l'emballage du hot dog. On nous assîmes près d'un groupe de gens qui pique-niquaient. Certains regardaient leur portable, d'autres se prenaient en photo. Tous avaient l'air très heureux. J'étais allée trop loin. Je dis, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui encore, je sentais monter en moi cette jalousie qui survit à l'amour. Elle m'avait raconté qu'il la prenait par derrière. Sinon, je sentais rien, avait-elle dit en riant et en observant ma réaction. J'avais souri, j'en avais rajouté. Petite bite était même devenu le surnom de ce producteur à succès. Mais ce détail, livré l'air de rien, était resté pour moi l'image de la torture conjugale. La fille me relança. Finalement, tu lui as rien fait au type? Bien sûr que non. Ce soir-là, ma femme a dit oui, je vois ce type. Oui, il me fait rire. Et ça me fait du bien de rire de temps en temps. Vous rigoliez pas ensemble? Si, beaucoup, enfin parfois. Je me sentais encore tellement coupable de ce que je lui avais fait endurer que je n'ai rien dit. J'ai plaidé ma cause, j'avais changé, elle ne le voyait pas. J'étais là maintenant si elle voulait encore de moi. Mais si elle ne pouvait pas rompre avec ce type, je partirais. Elle a dit d'accord, qu'elle ne le verrait plus. Moi, je serais partie depuis longtemps, dit la fille. Eh bien, moi je l'ai cru, et puis j'ai oublié, jusqu'à la troisième fois. C'était un matin, son portable sonne à côté du lit pendant qu'elle prend sa douche. Ce jour-là, je commence tard et je dors encore. Ça me réveille. J'arrête la sonnerie, mais je ne trouve plus le sommeil, alors je fouille et je trouve. Toujours le même numéro, sans nom. Et un texto anodin de cet homme qui dit « Peut pas te répondre, suis en réunion ». Il lui parlait donc encore, elle le voyait encore, n'avait pas rompu, n'y arrivait pas. Mon cœur battait, j'étais fou de jalousie. Jusqu'à son départ, j'ai fait semblant de dormir. J'ai mis quelques vêtements dans un sac et je suis allée travailler moi aussi. Mais je ne suis jamais rentrée. Pendant des jours et des nuits chez des amis qui me prêtaient un lit, j'ai rêvé que je tuais son amant et j'ai voulu mourir. J'ai regardé le jour tomber et puis se lever sans avoir dormi. Je me suis agenouillée dans des églises pour demander à je ne sais qui la force de pardonner, mais rien n'est venu. Aucune grâce, aucun signe. J'avais trop mal et trop peur. Peur de me précipiter dans un bar pour ne plus rien ressentir, peur d'appeler un dealer pour échapper à la douleur. C'était le seul remède que je connaissais. Je l'avais pratiqué pendant si longtemps que tout m'y poussait. Tu l'as fait? Je ne répondis pas. Oui, je l'avais fait. Pas tout de suite, mais c'était revenu, et ça m'avait conduit loin, cette fois. Pas à la morgue, mais devant un juge. Je ne voulais pas en parler. La fille essaya autre chose. Et ta copine, Lara? Je l'ai revue plus tard. Je me suis souvenue de son grain de folie, de sa beauté et de son enthousiasme. Juste un petit rayon perdu, mais un peu de lumière quand même. Il y avait peut-être quelque chose de beau qui m'attendait quelque part, quelque chose de vrai. Un soir, on s'est retrouvés au bar d'un hôtel, on a bu un coca, et je lui ai demandé si elle voulait bien me revoir, sans se cacher cette fois. J'étais libre et je ne consommais plus. Elle n'a rien dit et elle allait réfléchir. Le lendemain, j'ai reçu un message. Je crois que je veux bien essayer. On s'est revus et je suis tombée amoureux. Follement amoureux. J'ai vécu sans rien, avec quelques cartons et cet amour. J'ai retrouvé du travail grâce à son beau-père, puis on s'est installés ensemble, avec ce pacte tacite. Même si on ne se dit pas tout, on ne se trahira pas,
On se fera confiance, une confiance totale, et notre amour, lui aussi, sera vrai. C'est beau, dit la fille. Et elle ne te quittera pas. Va la voir, dis-lui tout avant qu'elle ne la prenne. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est juste une rechute. Tes vieux démons, tes comportements à la con, ça arrive. Et elle prit mon bras, le serra plus qu'amicalement et dit Explique-lui, elle te pardonnera, crois-moi. Je n'en étais pas si sûre. Et elle montra une rue, proposa d'aller boire un verre chez elle, et je refusai. Elle était trop tentante. Promets-moi de m'appeler pour me tenir au courant, dit-elle. Promis. Elle me serra contre elle, me tapa dans le dos comme une vieille amie. Je la regardais s'éloigner et le petit croissant de peau blanche entre son jean et son t-shirt me fit frissonner. Si Lara me quittait, il y aurait toujours cette fille. J'avais vraiment rechuté.